Je ne pensais jamais que ma vie basculerait à cause d'un simple rendez-vous chez des inconnus. Bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 20 ans. Depuis 6 mois, je travaille chez un couple parisien, Clément et Camille Moreau, qui possède une maison futuriste en verre et béton sur les bords de la Seine, dans le très chic quartier de Boulogne-Billancourt. Chaque matin, je prends le premier métro, encore enveloppé dans la brume fraîche du petit jour, pour arriver avant Camille, la galeriste, et préparer la maison. Mon rôle est simple, nettoyer chaque surface, rendre la maison impeccable, et disparaître avant son retour. Clément, propriétaire d'une grande entreprise de logistique, est souvent là, mais on échange à peine quelques mots, des salutations froides et distantes. Sa présence est plus une énergie lourde, un souffle de pouvoir et d'argent qui plane dans les pièces. Moi, étudiante en lettres modestement vêtue d'une robe tunique grise et de ballerines noires usées, je me sens comme un fantôme glissant sur le marbre froid du salon. Mais ce mardi d'août, tout a changé. Alors que je polissais la grande baille vitrée donnant sur le fleuve, Clément est sorti de son bureau. Au lieu de passer silencieusement vers la cuisine comme d'habitude, il s'est arrêté à côté de moi, beaucoup trop près. Son regard lourd a parcouru mon corps, s'attardant un instant sur mes pieds nus. J'enlève toujours mes ballerines en entrant, préférant marcher pieds nus pour ne pas laisser de traces sur le marbre immaculé. « Élise, c'est bien ça ?» Sa voix était grave, teintée d'un léger enrouement, bien loin de ses habituelles phrases sèches. J'étais prise au dépourvu. « Oui, monsieur Moreau », ai-je murmuré en reculant d'un pas, sentant mes joues brûler de honte. Il a souri, amusé par mon embarras, puis m'a demandé « Parle-moi un peu de toi. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'anime ?» Ces questions semblaient presque amicales, mais derrière, je sentais une curiosité féroce qui faisait battre mon cœur plus vite. Je lui ai raconté mes études, ma grand-mère à Orléans qui a besoin de médicaments coûteux, mes dettes pour le logement étudiant qui s'alourdissent chaque mois. Il écoutait attentivement, les yeux sombres fixés sur moi comme s'il me découvrait pour la première fois. Puis, après cette confession hésitante, il m'a fait une proposition qui m'a coupé le souffle. Sérieux, sans sourire, il m'a dit qu'il appréciait mon travail, mais voyait que j'avais du mal. Il voulait m'aider financièrement, tripler mon salaire. Une somme astronomique pour moi, qui aurait réglé toutes mes difficultés d'un coup. Mais il y avait une condition, il voulait que notre relation dépasse le cadre employeur-employé. Il prononçait ces mots lentement, comme s'il en savourait chaque syllabe. J'ai besoin de ton attention particulière. Je suis restée figée, une microfibre dans la main. Le monde s'est rétréci à sa silhouette imposante et à l'odeur dense de son parfum. J'ai tout compris. Honte et peur se battaient en moi avec un espoir désespéré. J'ai bredouillé que je ne pouvais pas, que c'était mal. Rassemblant mes affaires, je suis presque partie en courant, ne terminant pas ma journée. Toute la semaine, j'ai vécu dans un brouillard. Sa proposition me hantait, les chiffres dansaient devant mes yeux, promettant la fin de mes peurs et de mes petits boulots humiliants. Je regardais mes mains, mes ballerines usées, ma chambre de cité universitaire et savais que j'étais au bord du gouffre. L'idée d'accepter ce qu'il proposait, d'abord dégoûtante, devenait un souffle de salut. Le mardi suivant, rassemblant tout mon courage, je suis retournée au travail. Mon cœur battait à tout rompre. Il m'attendait dans le salon, comme s'il savait que je viendrais. « Alors, tu as réfléchi ?» murmura-t-il. Je hochai la tête sans un mot. Une partie de moi criait de honte, mais une autre, pragmatique et désespérée, murmurait que c'était ma seule chance. Il s'approcha, prit ma main, chaude et sèche, et dit « Personne ne saura jamais. Ce sera notre secret. » Je cédai à la tentation et au besoin, murmurant que j'acceptais, mais avec une condition, seulement la bouche, monsieur Moreau. Rien de plus. Je pensais que cette limite garderait un peu de ma dignité. Il réfléchit un instant, puis un sourire prédateur étira ses lèvres. Très bien, Élise, pour commencer, ce sera suffisant. Il m'emmena dans son bureau, s'installa dans son fauteuil en cuir profond et, d'un geste, me désigna l'espace devant lui. Montre-moi de quoi tu es capable, dit-il en se penchant en arrière, les yeux fermés. Tremblante, je m'agenouillai sur le tapis épais. L'air semblait chargé d'électricité. J'ouvris la braguette de son pantalon cher, les doigts glacés et maladroits. Quand je libérai son désir, ma vision se troubla, prise entre horreur et fascination. Il était impressionnant, parfait. Malgré mon malaise, je tâtonnai, apprenant à utiliser mes mains, sentant sa détente sous mes caresses. Puis, rassemblant tout mon courage, je me baissai. Je me sentais comme l'héroïne d'un film interdit. Je bougeais lentement, enveloppant entièrement son corps, goûtant sa saveur salée. Quelques minutes plus tard, il souffla brusquement, plongea ses doigts dans mes cheveux, tenant fermement ma nuque. Il n'était pas brutal, mais dans ce geste, il y avait une telle domination que des frissons parcoururent mon dos.
Ieresentais sa tension croissante. Il imposait le rythme, et je le suivais docilement, montant et descendant, sentant mon corps répondre à cette proximité à la fois humiliante et étrangement excitante. Quand j'atteignis la limite, il émit un gémissement sourd, et je sentis une vague brûlante emplir ma bouche. C'était un goût d'humiliation et de salut mêlé. Quand tout fut fini, il sortit silencieusement un épais paquet de billets et me le tendit. Je les pris, mêlant honte brûlante et sombre satisfaction. J'avais franchi la ligne. Je savais que ce n'était que le début. Depuis ce jour fatidique, les mardis ont pris une toute autre dimension. Ce rituel, presque sacré, s'est installé dans ma vie comme une ombre insidieuse. Chaque matin, je me levais avec un mélange d'appréhension et de résignation. Je partais de mon petit appartement de Boulogne, enfilais ma robe tunique grise et mes ballerines, avant de prendre le métro, le cœur serré, jusqu'à cette maison en verre et béton où tout avait basculé. L'air frais de septembre se mêlait aux senteurs de pluie et de café fraîchement moulu qui imprégnaient le grand salon dès mon arrivée. Clément n'était plus simplement cet homme distant et autoritaire. Il m'attendait désormais dans le salon, pas dans son bureau comme avant. Sa présence était plus palpable, plus intime. Tandis que je me changeais dans la petite pièce prévue pour moi, il restait là, silencieux, observant chaque mouvement. Ce silence pesant en disait plus long que n'importe quelle parole. Il y avait une tension électrique, presque palpable, qui flottait entre nous. Le poids de l'argent avait changé la nature de notre relation, mais en même temps, rien n'avait vraiment évolué. Je réglais mes dettes, envoyais de l'argent à ma grand-mère à Orléans, et pour la première fois, je m'autorisais quelques petites joies. J'échangeais mes ballerines usées contre des mocassins noirs en cuir souple, et sous ma robe de travail, j'arborais désormais un subtil lingerie en dentelle fine, un secret qui me donnait un peu de confiance. Ce petit jeu, ce silence complice, était devenu mon refuge dans cette humiliation. J'achetais même une robe, une vraie, pas pour travailler. Un modèle en velours bordeaux fluide, simple mais d'une élégance rare. Je la rangeais dans mon placard, un symbole muet d'une vie qui aurait pu être différente. Nos rencontres se firent plus précises, plus contrôlée. Je n'étais plus cette étudiante tremblante, mais une professionnelle froide qui savait exactement comment agir. J'appris à couper mes pensées, à devenir un instrument, un outil pour son plaisir. Je connaissais ses goûts, ses attentes, je savais quand accélérer, quand ralentir. Parfois, alors que je baignais dans cette routine dégradante, je croisais son regard. Un regard lourd, qui n'exprimait pas seulement la satisfaction animale, mais aussi un étrange mélange de curiosité et de pouvoir. Il ne se contentait pas de mon corps, il savourait ma soumission. Pourtant, chaque semaine, cette limite que j'avais posée, seulement la bouche, devenait plus fragile. Ses mains effleuraient mes cuisses quand je m'agenouillais, ou glissaient doucement dans mes cheveux, descendant le long de mon cou jusqu'à mes clavicules. Ces gestes, légers et furtifs, étaient autant de transgressions silencieuses. Je restais muette, craignant de briser ce fragile équilibre, de perdre ce qui était devenu mon seul filet de sécurité. Puis vint ce mardi doux particulièrement étouffant. La chaleur semblait coller à ma peau, tandis que je franchissais la porte de la maison. Dès l'instant où je passais le seuil, quelque chose clochait. Clément ne m'attendait pas dans le salon. Il était dans son bureau, un sanctuaire interdit où je n'avais pas l'habitude de pénétrer. Le mobilier massif en bois sombre, les lourds rideaux, l'odeur de cuir et de vieux livres emplissaient la pièce d'une atmosphère lourde. Il était assis derrière son immense bureau, pas dans son fauteuil habituel, et l'air semblait plus dense, chargé d'une tension nouvelle. « Bonjour, Élise », dit-il sans se lever. Sa voix était calme, mais je percevais une nuance étrange, presque inquiétante. « Approche ». Je m'avançai, le cœur battant la chamade, comme une élève face à un directeur sévère. Il ne me demanda pas de commencer, se contenta de me fixer longuement. Puis son regard descendit vers mes pieds. « Enlève tes mocassins », ordonna-t-il doucement. Ierestai figue. C'était inédit. Hésitante, je retirai mes chaussures, me retrouvant pieds nus sur le tapis persan frais. « Tu as une élégance naturelle », murmura-t-il, comme s'il réfléchissait à voix haute. « Il y a une noblesse en toi, que la tenue de travail ne peut cacher. Mais il faut que tu connaisses ta place. » Il fit le tour du bureau pour se tenir devant moi. Mon esprit s'emballa, attendant la demande terrible que je redoutais. Mais au lieu de cela, il se mit à genoux. J'étais sidéré. Lui, Clément Moreau, cet homme fier et dominateur, était à mes pieds. Il prit mon pied dans ses mains chaudes, avec une douceur presque révérencieuse. Son pouce caressa chaque courbe, chaque os, comme s'il les étudiait. Ses pieds, si soignés, si beaux, méritent des baisers, pas de traîner dans la poussière des rues, souffla-t-il. Avant que je puisse comprendre, il déposa ses lèvres sur ma peau. Cette caresse chaude et humide au creux du pied fit frissonner tout mon corps.
Ce n'était pas un geste ordinaire, mais un signe d'une soumission et d'une domination absolue, bouleversant tout ce que je croyais savoir. Il ne réclama rien d'autre ce jour-là. Après ce rituel étrange, il se releva, passa une main dans mes cheveux et dit « Il y a bien plus en toi que des lèvres habiles, Élise. Je veux apprendre à te connaître, lentement, entièrement. » Il déposa sur le bureau une somme doublée de ce que je recevais habituellement. « C'est pour ta compréhension. » Je quittai la maison dans un état de confusion totale. Ce simple échange avait bouleversé tout notre équilibre. La transaction claire d'avant avait laissé place à un jeu complexe de pouvoir, d'ambiguïté, dont les règles m'échappaient encore. Je me demandais ce que Clément préparerait pour le mardi suivant. Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent ce mardi étrange furent emplis d'un mélange intense d'appréhension et de tension sourde. Je sentais, sans vraiment comprendre, que quelque chose avait basculé entre Clément et moi. Ce n'était plus un simple arrangement, un accord silencieux fondé sur l'argent et la nécessité. C'était devenu une danse délicate, un jeu aux règles invisibles où la domination et la soumission s'entrelaçaient dans un équilibre fragile et inquiétant. Le vendredi qui précéda le week-end fatidique, alors que je terminais mon ménage dans la grande maison de Boulogne, Camille fit irruption dans le salon, parfaite dans son tailleur clair et ses talons aiguilles qui claquaient sur le parquet. Son parfum de jasmin et d'agrumes flottait dans l'air, empreint de succès et de richesse. Sans même me regarder, elle lança d'un ton détaché « Élise, ce week-end, je serai absente. Je pars à un forum à Lyon. Tu peux te reposer. Pas besoin de venir lundi. » Je hochai la tête, essayant de cacher mon trouble. À ce moment précis, Clément sortit de son bureau, s'appuya contre l'encadrement de la porte et jeta un regard lourd sur Camille, puis sur moi. Dans ce regard, je lus une certitude muette, un ordre sans appel. Il avait des projets pour ce week-end. Le samedi soir arriva, lourd et suffocant. J'étais venu à la maison sur un message laconique de Clément, « Je t'attends ». Toute la journée, j'avais travaillé dans un silence pesant, chaque bruit dans la maison semblant amplifier sa présence fantomatique. Il ne s'était pas montré, mais je le sentais dans chaque ombre, dans chaque craquement du parquet sous mes pas précautionneux. Quand arriva l'heure de partir, je me trouvais déjà dans le hall, prête à quitter cette prison dorée. Sa voix grave et posée résonna de la pièce à vivre. « Tu ne partiras pas », je me retournai lentement. Il se tenait là, près de la baie vitrée, un verre d'un liquide ambré à la main. « Ce soir, tu n'es plus la femme de ménage. Ce soir, tu es mon invitée. » Un frisson glacé parcourut mon échine. Il me demanda de retirer ma robe grise et d'enfiler la robe en velours bordeaux que j'avais achetée il y a quelques semaines, cet habit secret que je gardais précieusement dans mon sac. Je sentis mon visage pâlir, il avait vu, il savait. Ce soir, il pénétrait dans mon intimité la plus discrète, brisant mes ultimes frontières. Sans un mot, je montai à l'étage et me réfugiai dans la salle de bain des invités. Devant le miroir, je me découvris autrement. La robe m'enveloppait, dévoilant mes épaules et dessinant mes courbes avec une élégance provocante. La fente sur la cuisse laissait entrevoir ma peau nue, et je me sentis simultanément vulnérable et puissante, comme si je portais une armure invisible. Iere descendis. Clément m'attendait dans le salon, son regard pénétrant me parcourant de la tête aux pieds, comme pour s'imprégner de chaque détail. Son regard était un contact à part entière, brûlant, presque tactile. « C'est bien mieux ainsi », murmura-t-il en me tendant un verre de vin rouge. Le silence s'installa entre nous, lourd et chargé de non-dits. Puis, d'une voix douce mais ferme, il entama une conversation étrange, curieuse, presque intime. Il me questionna sur mes études, mes rêves, mes lectures préférées. Il se comportait comme un homme qui invite une femme à un rendez-vous, mais il y avait dans l'air une tension sourde, une menace suspendue. C'était terrifiant, car il ne voulait pas seulement mon corps, il voulait mon âme. Alors la musique s'éleva, un morceau de jazz lent, sombre et sensuel, comme une invitation à un autre monde. Il se leva et me tendit la main. « Danse avec moi, Élise. » Ce n'était pas une question, mais un ordre silencieux. Je posai ma main dans la sienne, et il m'attira contre lui. Sa main ferme sur mon dos, nos doigts entrelacés, nos corps qui bougeaient au rythme de la musique. Je sentais la chaleur de sa peau à travers le velours de la robe, le parfum entêtant de son eau de Cologne mêlé à celui du vin. Puis, il se pencha vers mon oreille et murmura « Tu sens la pluie de la nuit et le velours, ma belle. » Ces mots déclenchèrent en moi une avalanche d'émotions contradictoires, honte, désir, peur, excitation. Puis, brusquement, il arrêta la musique, saisit mon visage entre ses mains et plongea ses yeux dans les miens. Son baiser était lent, profond, explorateur. Ce n'était pas le baiser autoritaire et possessif que j'avais imaginé, mais une plongée vertigineuse dans un abîme dont je ne voulais plus ressortir.
Je me laissai aller à cette chute, à ce vertige. Il me souleva avec une légèreté déconcertante, me portant jusqu'au canapé en cuir noir, l'endroit même où, des semaines plus tôt, j'étais restée à genoux, soumise. Ce qui suivit fut un rêve éveillé, une perte totale de contrôle. Il ne déchira pas ma robe sauvagement, mais la fit glisser lentement de mes épaules, chaque geste empreint d'une douceur possessive. Il se mouvait avec une assurance qui mêlait pouvoir et tendresse, imposant son rythme, affirmant sa domination tout en révélant une part d'intimité inattendue. Je perdis toute notion de honte, d'argent, de Camille. Il n'y avait plus que lui, son corps, son parfum, et cette sensation brûlante d'abandon total, d'asservissement délicieux qui me terrifiait autant qu'elle me captivait. Je m'éveillai tard dans la nuit, encore enveloppé dans un plaid en cachemire, allongé sur le canapé. Clément était assis en face, immobile, me regardant comme un propriétaire contemple un objet précieux. Son regard était dur, froid, dépourvu de toute tendresse. Sur la table basse, une liasse de billets soigneusement posée, bien plus importante que d'habitude. Il brisa le silence d'une voix basse, chaque mot gravé dans ma mémoire, « Maintenant, tu es mienne, Élise. » Entièrement. Ce soir-là, tout changea. Les mots ne furent plus de simples promesses, ils devinrent une réalité pesante et indélébile. Je n'aurais jamais cru que 3 mots pouvaient changer une vie entière, mais lorsqu'il prononça « Tu es mienne », une lourdeur s'abattit sur moi, comme si un poids invisible venait d'écraser toute ma liberté. Ce n'était plus un simple accord, une transaction financière ou un secret partagé. C'était une possession, une emprise glaciale et absolue qui s'insinuait dans chaque fibre de mon être. J'étais désormais captive, mais d'une captivité insidieuse, enveloppée dans le luxe et la discrétion. Les jours suivants furent un tourbillon de contradictions. Clément ne respectait plus le rythme hebdomadaire que nous avions instauré. Désormais, il pouvait m'appeler à n'importe quelle heure, me demander de venir sans prévenir, brisant toute routine, toute prévisibilité. « J'ai besoin de toi », disait-il simplement, et je lâchais tout pour me précipiter vers cette maison où la frontière entre service et soumission s'effaçait de plus en plus. Je connaissais par cœur l'emploi du temps de Camille, ses rendez-vous, ses déplacements, mieux que le mien. Je devenais une ombre qui se dissimulait dans les interstices de leur vie. Clément, de son côté, se faisait plus exigeant, plus inventif dans ses demandes. Nos ébats s'éloignaient du simple rituel initial pour devenir un jeu dangereux, parfois même risqué, lorsque nous passions du salon à la cuisine, ou même à son bureau, là où la probabilité d'être surpris était la plus forte. Cette idée semblait l'exciter, et je sombrais avec lui dans cette danse où le danger et la honte se mêlaient. Je commençais à ressentir une haine sourde, aveugle, envers Camille. Pas seulement parce qu'elle avait le droit d'être là, d'avoir tout ce que j'avais perdu, mais parce qu'elle détenait Clément, cet homme qui contrôlait ma vie, mon corps, mon âme. La jalousie me rongeait, mêlée à un sentiment d'injustice étouffant. Clément, lui, ne se contentait plus de me donner de l'argent. Il glissait parfois de petits présents, symbole de son pouvoir sur moi. Un soir, il m'offrit un bracelet en or fin, orné d'un pendentif en forme de goutte, qu'il passa lui-même autour de ma cheville. « Porte-le sans jamais l'enlever », m'ordonna-t-il. La chaîne froide mordait ma peau, dissimulée sous mes pantalons ou mes jupes longues, un rappel constant de l'emprise qu'il exerçait sur moi, un lien invisible mais implacable. Puis vint ce mardi doux, plus étouffant que jamais, où je sentis que la situation atteignait un point de rupture. Camille avait quitté la maison, comme prévu, pour son forum à Lyon, et j'étais persuadée d'avoir quelques heures de répit. Mais à mon arrivée, Clément ne m'attendait pas dans le salon. Il m'emmena directement dans leur chambre, un sanctuaire interdit jusqu'alors, un lieu que je n'avais jamais osé franchir. La pièce immense respirait la richesse, draps en satin, meubles anciens, tableaux contemporains. Mais ce qui m'impressionna le plus fut la salle de bains attenante, un véritable temple de marbre et d'onyx, où trônaient flacons de parfums précieux, crèmes luxueuses, et une atmosphère chargée d'un parfum floral subtil. « Je n'aime pas l'odeur que tu dégages », déclara-t-il en me plaquant contre le mur froid du marbre. « Tu sens Camille, sa maison, sa vie. » Il attrapa un flacon, encore scellé, d'un parfum lourd et oriental, épicé, bien différent des notes légères et fraîches que je connaissais. « Je veux que tu sentes ça. Pour moi. » Il vaporisa le liquide sur ma nuque et mes poignets, emplissant la pièce d'une fragrance enivrante et presque suffocante. Puis, ses lèvres trouvèrent ma peau, mêlant ce parfum à l'odeur naturelle de mon corps. Ses mains glissèrent sous ma robe, serrant fermement mes hanches. « Tu es ici, la maîtresse, comprends-tu ? Pas elle, » murmura-t-il avec une conviction qui me fit tourner la tête. C'était un jeu cruel, un mélange de domination et d'humiliation qui me déstabilisait profondément. Au milieu de ces chuchotements passionnés et de mes gémissements étouffés, un bruit retentit soudain dans la maison. La porte d'entrée claqua en bas. La voix enjouée de Camille résonna à travers les murs. « Chérie, je suis rentrée. »
La réunion a été annulée. Le monde bascula. Un éclair de panique traversa mes veines, me paralysant. Clément et moi échangions un regard chargé de terreur muette. Sans perdre une seconde, il me saisit par la main, me traîna à travers la salle de bain et ouvrit brusquement la porte d'un placard encastré, un espace étroit et sombre. « Tais-toi » souffla-t-il, en m'y poussant avec force. « Ne fais pas un bruit, quoi qu'il arrive. » La porte claqua derrière moi, me plongeant dans une obscurité parfumée à la lavande et au drap propre. Je retenais mon souffle, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il explose. J'entendis les pas de Camille monter l'escalier, la porte de la chambre s'ouvrir, puis celle de la salle de bain. Je me tins la bouche fermée d'une main, luttant pour ne pas respirer trop fort, tandis qu'ils étaient à quelques mètres de moi. La voix légère de Camille flotta dans l'air. « Tu es là ? J'ai décidé de prendre un bain. » La voix calme de Clément répondit, presque trop posée, « Oui, j'avais besoin de me détendre. » Mais dans ma poitrine, une tempête grondait. C'était un mensonge, un leurre, et je savais que ce jeu malsain venait de franchir un seuil que je ne pouvais plus ignorer. Puis Camille sentit le parfum nouveau. « C'est quoi ce parfum ?» demanda-t-elle, intriguée. Je sentis une colère brûlante monter en moi. C'était mon parfum désormais, mon secret olfactif, dilué dans l'air de cette maison qui n'était pas la mienne. « C'est un cadeau, » répondit Clément, sa voix grave comme un couperet. « Je voulais quelque chose de plus intense pour toi. » Je n'entendis que le bruit d'un baiser sonore, suivi d'un rire cristallin, et le bruit des pas de Camille qui descendaient. Puis le silence retomba, lourd et oppressant. Je restai enfermé dans ce placard pendant presque une heure, écoutant leur vie ordinaire, leurs rires, leurs conversations légères, tandis que moi, j'étais une ombre cachée, un secret honteux enfermé dans le noir. Puis, enfin, lorsqu'ils descendirent pour dîner, Clément ouvrit doucement la porte, attrapa ma main sans un regard, et me conduisit sans un mot vers la sortie dérobée. Je courus à travers les rues du quartier, les larmes mêlées au parfum de leur maison, une odeur qui s'était gravée dans ma chair, mon humiliation et ma défaite. Ce soir-là, j'ai compris que ce n'était plus un simple jeu. C'était une guerre, et moi, j'étais la cible la plus fragile, exposée et vulnérable. Depuis cette nuit où j'ai été enfermé dans ce placard, quelque chose en moi s'est brisé, définitivement. La douleur sourde de l'humiliation, mêlée au choc d'avoir entendu Camille rire, porter mon parfum, s'est gravée dans ma chair et mon esprit. Je ne reconnaissais plus la jeune femme timide et pleine d'espoir que j'avais été. Ce sentiment d'être une simple chose, une ombre dissimulée, m'avait détruite de l'intérieur. Mais paradoxalement, cette même nuit marquait aussi le début d'un combat silencieux. Les jours suivants, je restais enfermé dans un brouillard d'émotions contradictoires. J'évitais les appels de Clément, ignorant ces textos qui alternaient entre douceur feinte et menaces à peine voilées. « Élise, tu es à moi ?» répétait-il, dans un ton qui se voulait rassurant mais qui ne faisait qu'accentuer ma peur. Pourtant, malgré ce dégoût grandissant, une part de moi restait irrémédiablement liée à cet homme, à cette maison, à cette vie qu'il m'avait offerte. Je pris la décision de partir. Sans un bruit, je fis ma valise, y glissant mes quelques affaires, dont la robe en velours bordeaux, ce symbole douloureux de ma chute et de mon pouvoir perdu. Je décidai de brûler cette robe dès que je serais hors de Paris, loin de tout ce cauchemar. J'achetai un billet pour un train de nuit en direction de Lyon, espérant fuir à la fois Clément, Camille, et cette vie qui m'avait volé ma liberté. Avant de partir, je laissai une enveloppe sur la table de la chambre que je louais, avec assez d'argent pour un mois, et un mot simple pour la propriétaire. Je voulais partir sans laisser de traces, sans devoir expliquer, sans devoir me retourner. Mais le silence ne dura pas longtemps. Les appels de Clément devinrent obsessionnels, d'abord doux, comme une tentative de me ramener, puis de plus en plus agressifs, menaçants. « Tu oublies à qui tu appartiens » me disait-il, sa voix vibrante de colère et de désir mêlé. J'évitais de répondre, mais la peur qu'il me retrouve me rongeait. Puis, un soir, alors que je songeais à éteindre mon téléphone, un appel d'un numéro inconnu s'afficha. Mon cœur s'arrêta un instant. Était-ce une chance, une aide ? Avec hésitation, je décrochai. « Élise, c'est moi, Camille », la voix calme, presque glaciale, résonna à l'autre bout du fil. Je faillis lâcher le téléphone. C'était elle, la femme que j'haïssais, celle qui avait tout, et qui pourtant, venait me parler. Son ton était dénué de colère, presque professionnel. « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour faire un scandale. Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors allons droit au but. » Je restai silencieuse, incapable de trouver une réponse. Elle reprit, lente, mesurée, « Je sais tout. Sur toi, sur les mardis, sur le bureau, sur le bracelet que Clément t'a mis à la cheville. Sur cette robe en velours, et même sur mon propre placard où tu as été enfermé. »
Le monde s'effondra sous mes pieds. Elle savait tout. Chaque détail humiliant, chaque secret que je pensais enfoui dans l'ombre. Ton mari est un idiot prévisible en pleine crise de la quarantaine, continua-t-elle, et toi, tu n'étais qu'une erreur de plus, qu'il n'a même pas su cacher correctement. Mais ce n'est plus important. Je sentis une boule se former dans ma gorge. J'attendais des cris, des insultes, un déferlement d'émotions. Mais ce que j'entendis fut pire, plus glaçant. En fait, Élise, j'ai besoin de toi, dit-elle avec une voix d'une froideur implacable. J'ai une proposition à te faire. Bien plus intéressante, bien plus avantageuse que celle de mon mari. Je restai figée, les mains tremblantes, le souffle court. Cette femme, que je pensais mon ennemie, venait de m'offrir une porte, une lueur dans cette obscurité qui m'enveloppait depuis si longtemps. Je ne savais pas encore quoi répondre, mais une chose était sûre, ma vie allait prendre un tournant dont je ne pouvais même pas imaginer les conséquences. Depuis ce coup de fil inattendu, mon esprit tourbillonnait sans cesse entre doute, peur et une étrange lueur d'espoir. Camille, la femme que j'avais tant haïe, celle que je croyais inaccessible dans son univers doré, venait de bouleverser toutes mes certitudes. Sa voix calme, presque distante, promettait une issue différente, un jeu aux règles inconnues. Je ne savais pas encore si c'était une chance ou un piège, mais je sentais que je ne pouvais plus reculer. Les jours suivants, je restais figée dans une sorte de paralysie émotionnelle. La proposition de Camille tournait en boucle dans ma tête. Comment une femme comme elle pouvait-elle vouloir quelqu'un comme moi? Était-ce une manipulation, une nouvelle forme de domination? Ou bien une véritable opportunité de changer mon destin? Je ne savais plus à qui faire confiance. Clément, avec son pouvoir et ses exigences grandissantes, m'étouffait. Camille, avec son calme glacé, ouvrait une porte vers un avenir incertain. Les appels et messages de Clément ne cessaient pas. Sa voix oscillait entre suppliques et menaces. Élise, ne joue pas avec le feu. Tu sais à qui tu appartiens. Mais au fil du temps, ces mots perdirent leur pouvoir sur moi. Le choc du placard, la trahison olfactive de Camille, la solitude de mes nuits à Paris, tout cela m'avait endurci. Je sentais une force nouvelle naître en moi, une détermination à ne plus être une simple proie. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce moment précis où Clément s'était agenouillé devant moi, embrassant mes pieds avec une douceur étrange, un mélange de soumission et de domination que je n'avais jamais imaginé. Ce geste contradictoire, symbole de son pouvoir et de ma vulnérabilité, hantait mon esprit. Il avait brisé mes limites, mais d'une manière que je n'avais pas su rejeter complètement. Je me surprenais à analyser chaque détail de notre relation, chaque regard, chaque toucher, cherchant une faille, une échappatoire. Le bracelet d'or à ma cheville, froid contre ma peau, était devenu un talisman douloureux, un signe visible de mon enfermement invisible. Et pourtant, je l'avais gardé, signe peut-être inconscient de mon attachement complexe à cet homme. Alors que je me préparais à rencontrer Camille, je me demandais ce qu'elle attendait de moi. Était-elle une alliée ou une ennemie déguisée? Sa proposition mystérieuse semblait promettre plus que de l'argent ou de la protection. Peut-être une forme de pouvoir, une revanche sur cette vie qui nous écrasait toutes les deux. Je me remémorais son dernier mot, celui qui résonnait encore dans mes oreilles, « J'ai une proposition pour toi ». Ces mots, simples mais lourds de promesses, étaient devenus le centre de mon univers. Ils me tiraient hors du gouffre, vers un avenir incertain mais chargé de possibilités. Je savais que je devais être prudente. Chaque pas dans cet univers de pouvoir et de secret était un pas de plus vers un abîme sans fond. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je n'étais plus seulement une victime. Que je pouvais, peut-être, reprendre le contrôle. Et c'est avec cette pensée fragile mais tenace que je décidai de répondre à son appel, prête à affronter ce qui m'attendait, qu'importent les risques. Car parfois, la seule façon de se libérer, c'est de plonger tête la première dans l'inconnu. Jamais je n'aurais imaginé que la suite de cette histoire prendrait une tournure aussi inattendue. Lorsque je me rendis au rendez-vous fixé par Camille, mon cœur battait à tout rompre, partagé entre peur et curiosité. Je me trouvais devant un petit café discret du 10e arrondissement de Paris, un lieu loin des dorures et des lumières de Boulogne. J'entrai, et là, à une table isolée, elle m'attendait, impeccable dans un tailleur bleu marine ajusté, ses cheveux châtains relevés en un chignon strict. Son regard était dur, mais une lueur calculatrice brillait au fond de ses yeux. « Assieds-toi, Élise, dit-elle d'une voix ferme, presque autoritaire. Je m'exécutai, sentant chaque muscle de mon corps tendu. « Je ne suis pas celle que tu crois, commença-t-elle. Tu m'as toujours vue comme une épouse parfaite, une femme inatteignable et distante. Mais la vérité est bien plus complexe. » Elle prit une gorgée de café, puis continua, « Clément n'a jamais été fidèle ni loyal. Je le sais depuis longtemps. Mais plus encore, je connais ses faiblesses,
c'est secret. Et toi aussi, désormais. Je la regardais, incapable de détacher mon regard de ce visage à la fois froid et déterminé. Pourquoi me parler de tout ça? Demandai-je, la voix tremblante. Camille esquissa un sourire énigmatique. Parce que j'ai besoin de toi. Tu n'es pas qu'une simple erreur dans notre histoire. Tu es une pièce essentielle à mon plan. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Quel plan? Osai-je enfin. Elle posa ses mains sur la table, ses doigts délicats serrant un document plié. Clément a construit son empire sur des mensonges et de la manipulation. Je veux le faire tomber. Mais pour cela, j'ai besoin d'une alliée, quelqu'un qui connaît ses failles, quelqu'un qui peut agir discrètement. Toi. Je restai silencieuse, le poids de ces mots s'abattant sur moi. La femme que je détestais depuis des mois venait de me tendre une main, m'invitant à entrer dans un jeu de pouvoir et de vengeance que je ne pouvais refuser. En échange, je te promets protection, argent, et surtout, la liberté, ajouta-t-elle. Mais tu devras me faire confiance. Le cœur battant, je réalisai que j'étais au bord d'un précipice. Accepter cette alliance signifiait plonger dans un monde d'intrigues, de manipulations, de risques. Mais refuser, c'était continuer à vivre prisonnière de Clément, de ses désirs et de son contrôle. Je levai les yeux vers Camille, prête à embrasser cette nouvelle réalité, à jouer ce rôle dangereux et incertain. Car dans ce jeu de pouvoir, il n'y avait pas de place pour les faibles. Et moi, j'étais prête à devenir bien plus que ce qu'ils avaient tous imaginé. L'instant où j'acceptai silencieusement la proposition de Camille marqua le début d'un changement radical dans ma vie. Ce n'était plus une simple lutte pour survivre dans l'ombre de Clément, mais une plongée consciente dans un jeu de pouvoir, où chaque mouvement pouvait me rapprocher de la liberté ou précipiter ma chute. Camille me révéla peu à peu les détails de son plan, les zones d'ombre dans l'empire de son mari, les failles qu'elle comptait exploiter. Elle me confia des documents, des informations sensibles, des clés d'un monde que je ne soupçonnais pas. Je me transformais peu à peu, de victime silencieuse à actrice déterminée, prête à déjouer les pièges et à retourner les armes contre ceux qui m'avaient asservi. Mais cette nouvelle réalité était aussi un terrain miné. Chaque rencontre avec Clément devenait plus lourde de sous-entendus, plus chargée de tensions. Il sentait que quelque chose avait changé, que je n'étais plus la jeune femme docile qu'il pouvait manipuler à sa guise. Ses regards devenaient plus sombres, plus méfiants. Parfois, il lançait des phrases assassines, des menaces voilées, testant les limites de ma résistance. Pourtant, malgré cette lutte silencieuse, une part de moi restait prisonnière de lui. L'attirance contradictoire, le mélange complexe de peur et de désir, d'humiliation et de pouvoir, créait un lien indéfinissable entre nous. Je sentais son souffle, son parfum, sa domination à chaque instant, même lorsque je tentais de m'en éloigner. Un soir, alors que la maison baignait dans la pénombre, Clément m'appela dans son bureau. Je savais que ce serait un moment décisif. Il était assis derrière son bureau massif, l'air à la fois fatigué et déterminé. « Tu changes, Élise, dit-il d'une voix basse. Je ne sais plus ce que tu es devenue. Mais souviens-toi, tu es à moi. » Je le regardais, le cœur battant, mais cette fois, ce n'était plus la peur qui dominait. C'était la colère, la volonté farouche de ne plus être une simple marionnette. Non, Clément. Je suis plus que ça désormais. Cette phrase fut un tournant. Il haussa un sourcil, surpris, presque amusé. Alors, montre-moi de quoi tu es capable, lança-t-il, posant un défi silencieux. Ce duel muet, cette guerre de volonté, s'installait entre nous. Chaque rendez-vous, chaque échange, devenait un champ de bataille. Mais au cœur de cette tension, une vérité éclatait. Je n'étais plus la victime, mais une joueuse, prête à tout pour reprendre ma vie. Pourtant, je savais que la partie ne faisait que commencer, et que les prochains coups seraient décisifs. Camille, Clément, moi, un triangle dangereux où trahison, secret et pouvoir s'entremêlaient dans une danse mortelle. Et je devais être prête à affronter ce qui venait, coûte que coûte. Chaque jour qui passait, l'atmosphère dans la maison Moreau devenait plus électrique, plus chargée d'une tension palpable, presque insoutenable. C'était comme si nous jouions une partie d'échecs à haut risque, où chaque geste, chaque regard, chaque silence pouvait être une attaque sournoise ou une défense habile. Clément, avec son charisme dominateur et son regard perçant, tentait de maintenir son emprise, tandis que moi, j'apprenais à manœuvrer dans cet univers obscur, à retourner ses stratégies contre lui. Cette danse dangereuse me fascinait autant qu'elle me terrifiait. Je sentais mes limites repoussées, mes émotions exacerbées, entre peur, désir, dégoût et une forme étrange de pouvoir naissant. Clément jouait avec moi comme un maître d'échecs, toujours plusieurs coups en avance, mais je refusais de rester une simple pièce sur son plateau. Un soir, alors que la maison était plongée dans le silence, il m'appela dans son bureau. L'air était lourd,
chargé de promesses et de menaces implicites. Il s'approcha, son parfum intense enveloppant mes sens, tandis que son regard brûlant sondait le mien. « Tu te crois libre, Élise ?» murmura-t-il en effleurant ma joue. « Mais tu es encore à moi, corps et âme. » Sa voix, suave et autoritaire, fit vibrer quelque chose en moi, une lutte interne entre la révolte et la soumission. Je sentais sous mes doigts le bracelet d'or à ma cheville, ce symbole froid de mon appartenance. Pourtant, cette fois, au lieu de plier, je relevai la tête, défiant son regard. « Tu te trompes. Je ne suis plus ta proie. » Un sourire cruel étira ses lèvres. « Alors prouve-le. Montre-moi ce dont tu es capable. » Ce fut comme un défi lancé, une invitation à un duel sans merci. Dans cette pièce, entre ces murs chargés de pouvoir et de secrets, nous étions deux forces opposées, prêtes à tout pour dominer l'autre. Mais cette bataille n'était pas seulement physique. C'était un combat d'esprit, de volonté, où chaque geste, chaque mot, chaque silence pesait lourdement. La tension monta encore d'un cran, les émotions s'intensifièrent, jusqu'à atteindre un sommet presque insoutenable. Je compris alors que cette guerre, ce jeu dangereux, n'avait pas de fin évidente. Chaque victoire serait éphémère, chaque défaite cuisante. Et au cœur de cette tempête, je devais trouver la force de ne pas me perdre, de garder mon identité, ma dignité, malgré tout. Alors que le combat atteignait son apogée, une question brûlait dans mon esprit. Jusqu'où allais-je être prête à aller? Quel sacrifice serais-je capable de faire? Et surtout, qui sortirait vainqueur de ce duel impitoyable, où le pouvoir et la possession se confondaient dans une danse aussi envoûtante que destructrice? Ce soir-là, alors que la maison baignait dans une lumière tamisée, tout sembla suspendu dans une attente insoutenable. L'air vibrait d'une tension palpable, comme si chaque mur, chaque objet retenait son souffle, attendant l'instant décisif où tout basculerait. Clément et moi étions face à face, le poids de nos histoires, de nos luttes, de nos secrets, pesant lourdement entre nous. Il s'approcha lentement, son regard brûlant de désir et de domination croisé d'une étrange vulnérabilité. Sa main effleura mon visage, caresse à la fois tendre et possessive. « Tu es mienne » murmura-t-il, sa voix rauque emplie d'une intensité presque douloureuse. Mais dans mes yeux, brûlait une flamme nouvelle, une force que lui-même semblait redouter. Je ne savais plus qui j'étais vraiment dans ce jeu mortel, la proie, la maîtresse, la victime ou la combattante. Chaque instant avec lui était un mélange déconcertant de peur, d'excitation, d'humiliation et de pouvoir. Ce mélange toxique nous liait dans un lien indéfinissable, fragile et dangereux. Alors que ses doigts glissaient le long de mon cou, une sonnerie retentit, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Nos regards se croisèrent, chargés d'une compréhension muette. Cette interruption n'était pas anodine. Le téléphone vibrait sur la table, un message qui allait sans doute changer le cours de notre histoire. Je pris l'appareil, le cœur battant, et lus les mots qui s'affichaient sur l'écran. Il est temps de choisir, Élise. Ou tu restes dans cette cage dorée, ou tu prends ton envol. Mais sache que chaque choix a un prix. Une vague de vertige me submergea. Cette dernière ligne, cette ultime invitation au choix, résonnait comme un défi ultime. Tout ce que j'avais traversé, toutes ces humiliations, ces luttes, ces trahisons, convergeaient vers ce moment crucial. Je levai les yeux vers Clément, puis vers la porte, vers cet avenir incertain qui s'ouvrait devant moi. Les ombres dansaient sur les murs, reflétant les déchirures de mon âme. Et dans ce silence chargé de promesses, de peur et d'espoir, je sus qu'il ne s'agissait pas seulement d'un choix entre deux chemins, mais d'une renaissance, d'une métamorphose. Et alors que le temps semblait suspendu, une question brûlante demeurait, lancinante. Quel prix serais-je prête à payer pour ma liberté?